mais la communication au sein d'une équipe de réanimation entre les différents professionnels d'une équipe de réanimation. Donc je remercie Anne-Laure de nous avoir fait parvenir cette présentation. Je vous souhaite un visionnage et merci encore Monsieur Abaladejo et à tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de faire cette intervention sur la communication entre les membres d'une équipe de réanimation. C'est une intervention que j'ai préparée avec Maëlys Bahance, qui est psychologue clinicienne en réanimation en chirurgie cardiaque à la Pitié. Et donc je suis Anne-Laure Poujol, psychologue clinicienne en réanimation chirurgicale polyvalente à la Pitié aussi. Toute équipe, de réanimation ou non, est constituée de plusieurs personnes ayant des personnalités, des caractères qui leur sont propres. C'est précisément ce qui fait la force et l'intérêt d'une équipe, avoir plusieurs cordes à son arc, différents atouts, pour aborder chaque situation. Cette diversité-là, elle aide à entretenir. L'entrepreneur lancera les projets, il sera suivi par les enthousiastes créatifs, il sera conseillé par les plus vindicatifs et il sera modéré par des anxieux, des prudents, peaufiné par des plus rigoureux, bref, il sera enrichi par chacun. Faire équipe ne doit donc certainement pas revenir à se fondre dans la masse en gommant ses traits de caractère, mais il convient au contraire de s'affirmer dans un groupe sûr de sa valeur ajoutée, tout en laissant une certaine place aux autres afin qu'ils puissent eux aussi affirmer leurs qualités. Et c'est aussi là la difficulté du faire équipe. En réanimation, une caractéristique des membres de l'équipe, c'est qu'ils n'ont pas tous la même formation, ils n'ont pas tous la même profession. L'infirmier, l'aide-soignant, les cadres, les médecins, les chefs, les kinés, l'assistante sociale, les psychologues, chacun, grâce à sa discipline propre, aura une façon différente d'aborder un patient, une situation. Chacun aura son raisonnement. Et c'est ça l'intérêt de la pluridisciplinarité, ça va permettre une prise en charge globale du patient. Néanmoins, ça peut aussi générer une sorte d'incompréhension parfois. Et donc, prendre en compte cet aspect-là est plutôt important quand on s'intéresse, comme nous aujourd'hui, à la communication au sein d'une équipe de réanimation. Cette communication, donc, on la veut, si possible, un maximum claire et précise, respectueuse des différents membres de l'équipe de réanimation. Pour aborder donc cette présentation avec Maëlys, on a essayé de dérouler la chronologie de la communication en abordant d'abord ce cadre de communication que l'on peut anticiper et que l'on doit instaurer, puis discuter avec vous de l'interaction même au moment de la communication et de voir si finalement on aurait quelques outils euh, à vous proposer lorsque la communication est malgré tout compliquée. Une communication s'inscrit toujours dans un cadre qui induit des codes de communication. Ce cadre, il comprend plusieurs dimensions. Un espace, un temps, un lieu donc, une posture. Et ce cadre, il va évoluer spontanément au fil de la journée. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les journées de travail en réanimation, elles sont souvent plutôt longues, avec 12 heures de travail pour les soignants. Ces journées, elles sont aussi organisées dans un souci d'efficacité. Il y a les transmissions, les tours toutes les 3 heures, les pauses, prescriptions, visites, nouvelles transmissions. Et en général, la communication s'adapte assez spontanément au rythme de la journée et en fonction du contexte. On parle souvent plus facilement du patient à son chevet ou dans le bureau de soins et davantage de son week-end pendant le temps de la pause. Et parfois, il pourrait quand même arriver que l'on soit amené à faire une transmission sur un patient au cours d'un repas, parce que c'est le moment où on y pense. Et puis pourquoi pas après tout. Mais c'est prendre un risque. Celui que son interlocuteur, lui, il fasse vraiment une pause. Et d'ailleurs, il en a besoin. Donc, il risque de zapper cette information aussi rapidement que vous lui avez dite. Et ça, vous ne pourrez pas lui en vouloir. Il est donc important, euh, quand on cherche à communiquer, de reconnaître le contexte dans lequel on se situe,
Si on est en staff, en présence de la famille, dans la salle de repos ou au chevet du patient, a priori, on ne va pas aborder les mêmes sujets de la même façon. Et quand on a une information claire à transmettre, alors ça va être à nous, à nouveau, de choisir, voire de créer parfois le cadre pour transmettre cette information de façon pertinente et efficace. Donc on sait qu'il sera souvent plus pertinent d'aller s'isoler, s'asseoir dans un bureau pour réfléchir à une situation, pour négocier quelque chose. Et il sera efficace de s'installer dans une salle de réunion pour communiquer des éléments importants à une équipe. Une fois que le cadre il est bien défini et adapté, que l'on a choisi l'interlocuteur pertinent, le moment et le lieu propice à la transmission d'une information, il n'y a plus qu'à communiquer. L'enjeu là, ça va être maintenant de communiquer avec une certaine éthique, c'est-à-dire en faisant au mieux, dans le souci de soi et des autres, en assumant son autonomie et sa responsabilité. Qu'est-ce que la communication? La communication, elle va impliquer au moins 2 personnes, souvent plus, mais dans un souci de clarification, on va considérer que 2 personnes. Et chacun de ces 2 personnes arrive avec son référentiel personnel qui est représenté là par ce carré blanc, c'est-à-dire tout ce avec quoi elle va réagir, son histoire, sa culture, ses moyens d'expression, son caractère, son expérience professionnelle, personnelle, ses émotions. Ce référentiel-là, il est souvent complexe, toujours complexe, et souvent inconnu de son interlocuteur, et heureusement, on n'est pas complètement transparent, on n'y est pas en nous comme dans un livre ouvert. Chacun est donc différent et réagira en fonction de son référentiel. Le reconnaître quand je vais communiquer avec quelqu'un me permet d'éviter toute la communication implicite qui va être source de confusion et m'oblige forcément à un effort de compréhension puis d'adaptation. Et si ces 2 personnes-là veulent communiquer alors qu'elles ont leur propre référentiel qui est bien cloisonné, qui est bien défini, le premier enjeu qu'elles auront ensemble sera de créer cet espace de communication commun, unique, encore inconnu, cet ici et maintenant partagé qui va permettre la rencontre. Au cours de cette rencontre, l'exercice principal sera une interaction. Et sans faire un cours d'étymologie bien complexe, on peut reconnaître que dans l'interaction, il y a le fait d'agir l'un sur l'autre. Donc avoir une action sur l'autre, un effet sur lui. Et accepter aussi que cet autre aura un effet sur moi, sur la construction de ma pensée, sur les émotions que j'ai. Par exemple, lorsque j'exprime mon point de vue et que mon interlocuteur exprime le sien, soit il va confirmer le mien, ce qui me donne de l'assurance, soit il va le compléter, ce qui est très intéressant, enrichissant, ça renforce mon point de vue. Il peut aussi différer, ça va entraîner un peu de curiosité, ou il pourrait aussi s'opposer complètement au mien, peut-être me déstabiliser, induire en tout cas un inconfort, une incompréhension. Voilà, l'essentiel là, dans le préambule de la communication, c'est bien de reconnaître que le discours de l'autre émane de son référentiel personnel, donc de son histoire, de son expérience, de son humeur du jour. Quand je le rencontre, cet autre, je dois accepter qu'il soit différent de moi. Et je vais identifier les effets de l'expression de son point de vue sur moi, ce qui me permettra d'accueillir cette différence avec plutôt de l'intérêt. Dans la communication, il est aussi important de retenir, de jouer en tout cas avec 2 niveaux de communication. Il y a d'abord le factuel, le concret, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, c'est tout ce qu'on va donc observer. Et il y a d'autre part l'émotionnel. Cet émotionnel, c'est ce qui n'est pas toujours dit, surtout en France, surtout dans le milieu professionnel où l'usage est plutôt de garder pour soi ses émotions.
Cet émotionnel, donc, il n'est pas toujours verbalisé, mais il s'exprime souvent dans le non-verbal. On observe chez l'autre son stress, son inquiétude, sa sérénité. C'est la partie un peu visible de l'iceberg et on va voir qu'il y a toute une partie cachée qui est aussi bien intéressante. Donc on a vu là ces référentiels personnels, ces deux niveaux de communication, le factuel et l'affectif. Il n'y a plus qu'à voir les deux pôles de la communication. Le pôle où on s'exprime et l'autre où on écoute. Sur le versant de l'expression, d'abord, on va reconnaître, identifier en tout cas 4 composantes de la communication. Il y a d'abord l'observation des faits. C'est ce que l'on voit, ce que l'on entend. L'observation est toujours première et ne doit pas être associée à un jugement ou à une évaluation. Sinon, notre collègue entendra toujours un reproche ou une critique, ce qui aura comme effet systématique et immédiat une autodéfense, une résistance ou une riposte. Si d'aventure on avait besoin de faire une évaluation dans la discussion, il n'y a pas de problème, mais elle doit venir dans un second temps et être bien distincte de l'observation. La deuxième composante concerne les sentiments que nous ressentons face à ces faits. Pour affiner la communication, il sera souvent intéressant de préciser d'ailleurs l'émotion avec un peu plus de finesse que ce qu'on a l'habitude de faire, d'aller un tout petit peu plus loin que le j'en peux plus, qui pourrait traduire une colère, une fatigue, une lassitude ou un ennui. Et pourquoi c'est important de clarifier comme ça nos sentiments, même si on est dans ce monde professionnel peu habitué à l'expression des sentiments? C'est qu'il nous donne des indicateurs précieux pour identifier nos besoins non satisfaits. Nous avons tous des besoins, et si on devait en dresser une liste, on pourrait en avoir 4 principaux qui se déclinent et se manifestent de bien des façons. Il y a d'abord un besoin d'accomplissement de soi, ou besoin d'autonomie, c'est-à-dire le besoin d'exercer son autodétermination, sa liberté de choisir ses rêves, ses projets de vie, ses valeurs, et liberté de choisir les moyens pour les réaliser. On a aussi tous un besoin d'estime de soi et de compétence, de se sentir efficace, de se sentir entraîné, épanoui, de se sentir compris et considéré, de se sentir apprécié, voilà, de réagir. Le troisième besoin identifié ici, ça va être le besoin d'être en relation. Tous, parce que nous sommes humains, nous sommes des êtres sociaux et nous avons donc besoin de relations pour grandir, pour être. On a des besoins d'affection, des besoins d'aide, d'amitié, d'amour, d'appartenance, d'attention, de bienveillance. Beaucoup de besoins donc de relations, de loyauté par exemple. Et on a finalement aussi des besoins de sécurité, des besoins d'assurance, des besoins de calme, d'équilibre, de continuité, de protection, de repère, de sécurité. Apprendre à exprimer directement nos besoins augmente largement nos chances qu'ils soient un jour satisfaits. Et si j'y accorde aucune valeur à mes besoins, il y a quand même peu de chances que ce soit mon interlocuteur qui y accorde le plus. Et quand j'aurai identifié mes besoins, je serai alors en mesure de formuler des demandes. Ces demandes, elles doivent être précises et concrètes pour permettre de satisfaire nos besoins. Il est d'ailleurs souvent plus simple de formuler ces demandes sur une forme négative et pourtant ça va compliquer la réalisation de ces demandes. Il est plus simple de savoir ce que je veux ou ce que je dois faire lorsque c'est formulé ainsi, plutôt que de faire quelque chose quand je sais simplement ce que je ne dois pas faire. Donc, quand on est dans ce versant de l'expression, il est important d'aller au bout de la démarche pour identifier précisément ce dont on a besoin pour élaborer la stratégie claire pour y accéder. Remarquons d'ailleurs honnêtement qu'il n'est pas toujours très clair pour chacun de savoir quels sont
nos besoins. Et notre insatisfaction vient du coup du fait que nos besoins ne sont pas comblés. Il faut être bien au clair sur le fait que chacun est responsable de ses propres besoins. Plutôt que d'attendre passivement que mon interlocuteur devine que j'ai un besoin de sécurité et que donc j'ai besoin qu'il m'accompagne dans telle ou telle situation, il serait quand même plus efficace que j'aille le voir et que je lui exprime ce besoin de sécurité et que s'il est disponible pour m'accompagner, ce sera plus simple. Voilà, il est vraiment de la responsabilité de chacun de comprendre et de se faire comprendre. Alors maintenant, quand on est dans la posture de l'écoutant, on peut sur ce même modèle chercher à comprendre son interlocuteur, repérer ses émotions, rechercher ses besoins. Pour cela, et c'est l'autre volet de la communication, chacun doit apprendre à écouter, c'est-à-dire à recevoir ce que son interlocuteur dit. Le premier objectif pour cela est de se décentrer de son référentiel pour accéder totalement au référentiel de l'autre. Puis l'enjeu est d'avoir une attitude d'écoute, avec un intérêt authentique pour ce que l'autre pense et ressent, être vraiment présent à la relation. Cela va être souvent empêché par des attitudes qu'on voudrait pourtant bienveillantes, mais quand elles ne sont pas à propos, elles vont risquer d'entraver la communication. Conseiller, surenchérir, moraliser, consoler, dévier sur des anecdotes, clore la question, compatir, expliquer, corriger, juger, enquêter, comparer. Tout ça sont autant d'attitudes qui entravent la communication. Et ce faisant, je viens de faire exactement ce que je vous ai recommandé de ne pas faire à propos des demandes. Je vous ai dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, au lieu de vous enseigner sur ce qu'il faut faire, ce qu'on pourrait en tout cas faire. En pratique, il s'agit de commencer par entendre ce que l'autre observe et ressent. Vous pouvez réagir à votre interlocuteur en lui faisant des accusés-réceptions. Oui, je vois, ponctuant comme ça ces phrases. L'autre stratégie très connue, courante, est de reformuler ce qu'il dit. Ainsi, on atteste non seulement qu'on a écouté, mais aussi qu'on a suivi et qu'on a compris. Et si jamais on n'avait pas bien compris, on donne ainsi l'occasion à notre interlocuteur de réexpliquer différemment, de corriger ses propos. Et en bouclant la boucle, quand il va lui-même acquiescer sur notre formulation, eh bien on saura tous les deux qu'on s'est bien compris. Cette stratégie-là de la boucle bouclée, elle est très souvent utilisée en réanimation dans les temps d'urgence, dans les cellules de crise. Quand ce stress qui nous stimule d'habitude pour réagir précisément et efficacement dans une situation d'urgence va parfois gêner notre compréhension. On sait effectivement que le stress, il peut impressionner, déranger, parfois même tétaniser un acteur de la relation. À propos de cette dernière réaction, la tétanie, elle n'est pas toujours prévisible. Un membre de l'équipe, très compétent, performant, ancien, peut être dépassé, pour une fois, dans une situation, parce que le patient arrivant lui évoque quelque chose de son référentiel personnel. C'est pas vraiment le moment là d'analyser l'ensemble de cette situation, mais lui, il est urgent de l'écarter, en tout cas de la situation, et de reprendre cela avec lui un peu plus tard. Et donc pour les autres là, ceux qui ont été stimulés par le stress, mais qui ont pu être aussi parfois impressionnés ou dérangés. Procéder à cette communication par une boucle bouclée, ça va permettre d'attester, de s'assurer de notre compréhension, de nous mettre donc dans cette confiance de répondre à notre besoin de sécurité dans ce moment précis où l'urgence nous désécurise, et de mettre en place donc une communication qui canalise le stress et qui me donne ce sentiment d'être efficace, de faire équipe. À nouveau, il n'y a aucune passivité. Il faut être au contraire bien assertif, se faire entendre. Et puis quand on a ce sentiment assez désagréable de ne pas avoir compris, quand on se sent en colère parce que
son interlocuteur n'a pas réagi comme on l'attendait, comme on l'aurait souhaité, rechercher activement des informations va permettre d'avoir une vision plus globale de la situation, permettra donc de mieux la comprendre et de mieux se positionner dans l'interaction. Ça donne là une certaine liberté, bien sûr. Un autre outil de communication, c'est de pouvoir diffuser son message à plusieurs interlocuteurs. C'est toujours mieux que de ne le faire qu'à un seul qui pourra malgré tout déformer le message. Et la reformulation, on vient de le dire, est une stratégie particulièrement efficace pour s'assurer de nos compréhensions. Et pourtant, malgré tous ces outils, il arrive que parfois on soit dans une relation compliquée à gérer, notamment quand ça génère une certaine violence avec de la culpabilisation, une dévalorisation ou une intimidation. Notre premier réflexe à tous, à ce moment-là, doit être de temporiser la montée de violence relationnelle. Sans chercher à fuir la relation, c'est pas ça qui va aider, mais plutôt chercher à comprendre et à faire parler l'autre de la situation pour voir comment il perçoit la situation et tenter de discuter autrement. Et puis alors, on va chercher à identifier les ressentis activés par cette violence et finalement, on va chercher à identifier les besoins. Toujours le même schéma, le même déroulement de la relation. Quand on reçoit donc un message un peu négatif, on va avoir différentes façons de prendre, de l'accepter, de l'interpréter. Par exemple, cette infirmière qui vient me voir suite à une remarque qu'elle a plutôt mal vécue de la part d'une de ses collègues. C'est bon, lâche maintenant. Cette remarque, elle l'a entendue au téléphone alors qu'elle appelait un soir après une journée de travail plutôt longue et qu'elle a appelé en début de soirée pour compléter les transmissions qu'elle avait omises au moment voulu. Spontanément, elle l'a interprété sur le versant d'une critique, d'un reproche, ce qui a eu un effet direct sur l'estime de soi. C'est bon, lâche maintenant, voulant dire, selon elle, je ne suis pas compétente. Elle aurait aussi pu le prendre en rejetant plutôt la faute sur l'autre, sur cette collègue-là qui manque de compréhension et de sympathie. Au cours de l'analyse que nous avons faite ensemble, on observe qu'elle aurait pu aussi porter son attention sur elle, ses propres sentiments et ses besoins. Elle a l'impression d'avoir dérangé sa relève une fois de plus, alors qu'elle-même avait besoin à ce moment-là de reconnaissance quant à ses compétences et son professionnalisme. Et finalement, elle aurait pu diriger son attention sur les sentiments et les besoins de cette relève, qui semble a priori agacée, mais probablement parce que c'est l'expression d'un besoin d'autonomie. Elle aussi, elle a des besoins. Peut-être que dans son référentiel personnel, à ce moment-là, son expérience professionnelle ne lui permet pas de passer du temps au téléphone. Bref, à partir d'une seule remarque, on voit comme ça peut toucher différemment. Et on voit que analyser ce qui s'est passé permet d'identifier d'autres façons de réagir, de comprendre différemment et donc de restaurer la communication. Il faut se souvenir que dans une situation compliquée, créer un espace de temps pour faire cette analyse en sollicitant un tiers, un collègue ou un psychologue peut aider à prendre du recul. Ça permet de temporiser et ça permet aussi de passer de l'émotionnel au factuel. L'enjeu étant de reprendre tout ce qui s'est passé avec pas mal d'humilité pour pouvoir avancer dans cette situation. Et pour conclure donc mon propos, si on avait seulement 5 points à retenir de cette communication, je pense que le plus important, c'est de se rappeler qu'il y a 2 différents niveaux de communication, le factuel et l'émotionnel, que ces émotions, elles vont exprimer un besoin insatisfait, et surtout qu'il est la responsabilité de chacun d'identifier ses propres besoins pour chercher à les satisfaire. Parmi les outils, il y aurait donc, en plus de créer, on l'a dit,
cet espace de communication en se décentrant ou en prenant en compte son référentiel personnel. Les deux outils à retenir sont la reformulation, bien sûr, qui permet de clarifier, confirmer et corriger, et encore le dire je à toutes les phases observées. J'ai perçu tel élément, ce qui fait que j'ai ressenti tel sentiment, parce que j'avais probablement besoin de ça et que ce besoin n'est pas assouvi et que en conséquence j'aimerais faire telle ou telle chose. Voilà, je vous remercie de votre attention.